La problématique des gens, ça va être la problématique de volume, c'est qu'ils en font 2 et ils pensent que ça va marcher. Tu 80 des choses que tu vas faire, ça va flopper. Faut en lancer 100 et tu en auras 20 qui marchent. Quand un site a commencé à glisser, il continuera à glisser. C'est un peu le jeu du business, hein. De toute façon, à partir du moment où tu es dépendant de quelque chose d'autre, il peut t'arriver un truc pas cool, quoi. Les gens qui se prennent énormément la tête sur leur site avec tout ce qui est do follow, no follow, on n'en pense pas de tout ça, les garçons. Belle branlette. Avez-vous des méthodes lorsque l'on doit refaire un maillage sur beaucoup de pages 400 pages. Bonne chance. Bonne chance. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. On est toujours sur notre épisode FAQ. On a déjà fait du coup un épisode sur l'affiliation, un épisode sur la vente de liens. L'épisode d'aujourd'hui, c'est toutes vos questions qui sont orientées autour du SEO. Donc voilà. Je commence direct avec la première question, qui est une question de Christophe, qui nous dit: «J'ai perdu beaucoup de trafic avant de me rendre compte que j'aurais dû créer une chaîne YouTube et avoir d'autres sources de trafic externe. Mon site a baissé de 50% de clics en 4 mois. Est-ce que je me lance à fond maintenant ou est-ce que c'est trop tard et mon site est voué à diminuer?» On n'a pas assez d'infos. Parce qu'en soi, c'est peut-être juste une question d'intention de recherche des SERP, hein. C'est possible. Ouais. Moi, d'emblée, alors encore une fois, faut y aller avec des pincettes parce qu'en effet, il y a quelques petites choses à vérifier, voir si ton contenu a bien été mis à jour, est-ce qu'il répond à l'intention, et cetera. Mais a priori, le premier réflexe que j'aurais, moi, c'est, un site qui commence à glisser et malgré quelques petites tentatives de bon contenu que tu implémentes et tout, tu as l'impression que ça pédale un peu dans la semoule, on va dire. J'aurais tendance à le laisser glisser. Enfin, c'est un peu triste, mais malheureusement, je pense que c'est un peu ce truc dont on parle avec la fameuse étiquette, tu sais, de Google, soit anomalie pour être gentil, soit dans certains cas site de merde ou site, hop, Après, le pas problème, on assez n'a pas assez qualitatif. d'infos, tu vois? Beaucoup de Ouais, trafic ouais. de combien de départ? Ça se trouve, il a fait 100 ou 50, tu vois? Mmh. C'est pas fou non plus. Là, je Mais ouais, suis parce que j'allais répondre un truc, en gros, même point de vue qu'Arthur. Imaginons que là, on prend ton truc, que tu fais les choses bien, que tout a bien été fait, que tes articles sont mis à jour, bien retravaillés, tout le blabla, tu as toujours du lien qui arrive, tu as tout ça. Imaginons que tu as fait toutes les choses bien et que vraiment tu te dis: «C'est mon trafic externe qui est problématique». Moi, je suis assez défaitiste sur ce genre de truc et je considère que quand un site a commencé à glisser, il continuera à glisser et je me suis dit: «Je vais quand même aller voir le site, Selectos.eu», qui était un gros site d'affiliation où le fondateur est souvent en train de, en gros, à chaque mise à jour, il se fait défoncer. Là, je regarde, sur Ahrefs, trafic de recherche, 676. Tu vois, il y a des sites de vente de liens qui font plus de trafic que ça et pour autant, il y a toujours plein d'articles. Le meilleur moulin à café manuel, la meilleure machine à pâtes et tout ça, il y en a 3 par jour. Enfin, c'est vraiment, il y a toujours du taf qui est fait dessus. Heu, pour moi, c'est un peu, ce genre d'exemple, je prends l'exemple, malheureusement pour eux, ça a coulé alors que dans l'idée, c'était assez bien fait, à un certain moment. Mais quand un site coule, il coule en fait et à part exception rare où tu peux vraiment relever un site, moi j'ai l'impression un peu que le temps que ça prend de faire ça, parfois est limite, tu aurais mieux fait de faire autre chose, quoi. Tu aurais mieux fait de relancer un autre projet, de faire quelques redirections 301 et de repartir sur une base saine. C'est très défaitiste comme point de vue, mais voilà. Ouais. Tu veux que je lise les autres questions, Vas-y, Arthur? vas-y, je peux les faire, hein, si tu veux. Ouais. Tips, alors est-ce que vous avez des tips en dehors et à l'intérieur du YouTube Studio pour faire décoller le nombre de vues côté SEO? Alors sur YouTube, en général, le SEO passe par pas mal de points, mais comme d'habitude, ce qui va vraiment être important, c'est, ton titre. C'est vraiment, un bon titre, ça fait toute la différence en réalité, surtout sur la partie SEO.
comme dans le SEO traditionnel, hein, ou même sur un site internet, le titre prend une énorme place en pourcentage d'importance, on va dire. La description a très peu d'impact. Les tags ont très peu d'impact, si tu te posais la question. Le chapitrage peut avoir de l'impact parce qu'il amène des signaux positifs à l'algorithme, dans le sens où quelqu'un qui vient voir ta vidéo, si tu as chapitré ta vidéo qui dure 15 minutes, on va dire, et que tu l'as découpée en différentes sections, la personne qui vient la voir est peut-être intéressée par une partie de ce que tu as à dire, mais pas partout. Intéressée, pardon, par une partie, mais pas partout. Et donc, par conséquent, elle va passer à la partie suivante et donc rester sur ta vidéo. Et donc, tu améliores ton watch time et donc le signal est positif et donc tu ranks. Donc ça peut avoir un vrai intérêt. La miniature a un intérêt en SEO aussi parce que là encore, YouTube met de l'importance sur le CTR et plus ton click-through rate est important au niveau de la miniature, plus la vidéo aussi sera amenée à ranker. Donc là encore, ça a de l'importance. Et il y a souvent le concept de playlist qui est sous-estimé. Tu peux ranker avec des playlists, donc ça, c'est à savoir. Sur la partie YouTube Studio, il n'y a pas, au-delà de ces playlists, au-delà d'une description, la description, encore une fois, a peu d'intérêt directement en termes de SEO. Il y a un dernier point, j'en ai peut-être oublié, mais il y a un point auquel je pense et qui est assez important, c'est la sémantique et une certaine forme d'intention de recherche. C'est-à-dire que je te donne l'exemple pour le guide affiliation. Tu as le mot-clé guide affiliation. Aujourd'hui, pour se positionner sur guide affiliation, de souvenirs en tout cas, tu as des vidéos qui sortent qui font entre 8 et 15 minutes max. Donc, c'est des vidéos relativement courtes qui t'expliquent ce que c'est que l'affiliation, etc. Si nous, et je crois qu'on a déjà essayé de le faire d'ailleurs, on souhaite arriver avec un podcast sur cette SERP, un podcast d'1 heure, 1h30, 2 heures, ça ne fonctionne pas. C'est hors intention, donc il y a de ça. Et il y a aussi une question de sémantique, un petit peu comme dans le SEO traditionnel, où YouTube analyse le transcript et est capable de mettre en comparaison deux transcripts d'une même SERP pour voir si c'est logique en fait de te faire apparaître sur la SERP, donc sur la page de résultats de recherche sur YouTube sur un mot-clé précis. Est-ce que tu parles plus ou moins de la même chose que la personne qui est positionnée première, deuxième, troisième, voilà. Est-ce que tu arrives avec le champ lexical nécessaire sur la thématique? Donc voilà, c'est en termes de SEO et d'algorithme, c'est tous ces trucs-là. Et ensuite, la clé, c'est évidemment ta capacité à maintenir le viewer intéressé. Donc, ça passe aussi par des spécificités d'analyse de l'algorithme, notamment le watch time et le watch time essentiellement. Ouais. Voilà. Question, j'y pense là, vu qu'on parle de YouTube. C'est quoi le truc, tu peux booster des vidéos? Ah putain, j'ai pas suivi ça. OK. J'ai vu passer ce truc, mais j'ai pas suivi. J'ai vu que Éric Larchevêque, il a 2 vidéos qui sont boostées et qui font beaucoup de vues et apparemment, c'est toi, en tant que user, tu peux booster les vidéos de quelqu'un et je Ah, en tant pense que Ok. user? Ah OK, je pensais ouais, que ça allait parce que j'ai pas du tout suivi, mais je pensais que c'était à la YouTube, enfin la Facebook, tu sais, tu peux sponsoriser un post et genre tu mets 5 balles sur ta vidéo, bah, j'ai peut-être mal compris. Moi, j'ai lu des trucs, et j'ai pas réussi à l'utiliser en plus. Normalement, en OK. France, c'est censé être dispo et j'ai pas réussi à booster une Ouais, je vidéo. l'ai pas vu non plus. Je l'ai vu passer. Je suis tiens, faut que je regarde ce que c'est. J'ai Ouais. pas trouvé. J'ai pas cherché beaucoup, mais j'ai pas trouvé. Mais oui, je crois que j'ai vu. Ouais, il a fait une vidéo, Éric Larchevêque, sur notamment la taxe Zuckman, je crois, où Ouais, il c'est ça. explique, Ouais, où exactement il et ça a explique qu'il été va bien se boosté. faire soulever. Ouais. 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 Question d'après, du coup, c'est une question de papa blogueur qui dit: «Vous vendez souvent votre outil IA et des recherches fantastiques au niveau SEO». Donc on parle de Wisewand et des résultats de recherche. Serait-il possible d'avoir des exemples de blogs ou de pages contenus ou de produits qui ont mieux performé qu'une page classique? Cela pourrait pousser à s'inscrire sur vos services. Qui veut répondre? Il y en a déjà pas mal en vrai. Il y a notamment, en fait, c'est nos affiliés qui parlent beaucoup de l'outil. Je pense notamment à Paul Vengeon, si tu veux aller voir sur sa chaîne Ouais. YouTube. Il a fait des case studies complets sur Wisewand où il publie un article, le lendemain, il est premier sur la requête. Donc ça, tu vois, il l'a vraiment montré sur sa chaîne. Il y a eu pas mal de case studies sur Twitter. C'est vrai qu'on peut-être qu'on devrait un petit peu plus s'appuyer dessus sur nos landing pages en montrant des cas de gens qui rankent concrètement. La réalité, c'est qu'en affiliation, c'est compliqué de montrer sur quoi tu te positionnes. Donc c'est toujours pareil.
il y a un véritable secret autour des niches que tu attaques et tout. Donc, les gens ont peu d'intérêt, tu vois, de venir nous faire de la pub gratos. Ouais, Wise One sera rank. La réalité, c'est qu'on a surtout beaucoup d'affiliés qui se gavent, mais personne n'en parle parce qu'ils sont bien contents de se gaver et qu'ils soient seuls à se gaver avec l'outil. Donc, en fait, c'est assez contre-intuitif et c'est pour ça qu'on n'a pas des tonnes d'exemples. Le blog de Lucide est en grande partie créé avec Wisewand, en sachant que j'ai regardé dimanche, là on fait 2000 clics par exemple sur Lucide, sur la journée. Enfin voilà, des exemples, il y en a beaucoup. Et Franck avait fait une belle petite batterie d'articles types. Ouais, mais c'est sur les anciennes versions. C'est plus du tout à jour. Ok. C'est pas. Ouais, il faudrait C'est plus qu'on refasse pertinent, des faudra en exemples de refaire. contenu. Ouais. Faudra en refaire après. Enfin, ça fait partie des trucs. Oui, c'est un petit budget d'essayer, mais je pense. Enfin, c'est quelqu'un qui fait un peu un benchmark des outils. Ça vaut le coup de mettre un petit billet et de tester en fait. Et vous verrez. Et si vous le faites, pensez bien à aller regarder les 2-3 vidéos qu'on a fait par exemple sur la chaîne YouTube WiseOne pour bien comprendre comment ça marche. C'est-à-dire par exemple, utilisez bien les personas, remplissez bien les informations supplémentaires. Si vous voulez le faire, si c'est du full auto, remplissez quand même bien votre persona. Enfin, c'est des petits trucs, mais c'est ce qui font que WiseOne fait une grosse différence. Question suivante de Alain. Comment gérez-vous le problème des certificats SSL pour du SEO local en sous-domaine? Limite par domaine rapidement atteinte. Question pour Anto. Merci d'avance. Bah, j'ai jamais eu le problème, mais j'utilise Cloudflare, donc c'est peut-être pour ça. Parce que je dois avoir les SSL de Cloudflare, donc j'ai pas cette problématique. Je pense que c'est ça. Question suivante de Dark Anto. Salut. Pensez-vous que les techniques sombres SEO fonctionneront toujours dans le futur ou que la lumière du white hat sera nécessaire dans les années à venir? C'est beau, un poète. C'est beau. Très poète, c'est vrai. Allez-y. Technique Black Hat, oui, ça fonctionne toujours. La problématique, c'est que ça devient de plus en plus rare et c'est de plus en plus compliqué à mettre en place et ça demande de plus en plus de techniques. Ah, tu trouves? Heu, Tu à vois part des trucs de ouais, mais je veux dire parasites parce que ouais, mais dégueulasses, parce que tu es full spam. expérimenté, tu arrives à détecter les trucs. Ouais, peut-être, ouais. C'est Mais tu vois, faut genre, par exemple, tu fais des déphasages, des choses comme ça, faut quand même avoir de la technique, faut avoir du budget. C'est pas, tu sais, un random qui arrive et qui lance le truc comme avant. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une barrière à l'entrée qui est un peu plus OK. violente qu'avant. Ouais, je me rends pas compte alors. Mais oui, c'est peut-être les années d'expérience alors. Parce que j'avais Mais l'impression que par c'était contre, beaucoup plus dur avant. ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est de plus en plus dur. Et du moins, il y en a de moins en moins et quand il y en a, elles sont assez courtes dans le temps. Mmh. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, je te pose une question dans la question Anto, mais tu vois là par exemple, toi qui as mis le module en place sur Zenoposter, le spam dexing dans la Wizard Academy, les gens qui testent, tu vois, qui ont plus ou moins d'expérience, tu as des gens qui arrivent à implémenter. Est-ce que les gens en chient globalement, tu vois, malgré toutes tes explications, voir un peu à quel point c'est justement. Non, ça va. En fait, la problématique là, des gens qui l'ont fait, ça va être la problématique de volume. C'est qu'ils en font 2 et ils pensent que ça va marcher. La réalité, c'est que tu vas avoir beaucoup de flops. Tu as 80 des choses que tu vas faire, ça va flopper. Il faut en lancer 100 et tu en auras 20 qui marchent. Ouais, Ça reste, là, par exemple, quand j'ai fait le module sur la Wizard Academy, j'ai lancé 16 sites. La réalité, c'est qu'il y en a 2 qui marchent et qui, maintenant, font une trentaine de clics par jour. Mais tu vois, sur un CPC AdWords à 5 €, c'est énorme, en fait, en termes de value que ça, mais j'en ai eu que 2 qui ont vraiment marché sur, 16. Ouais, pour le coup, ça te rapporte vraiment des leads. Ouais, pour le coup, oui. Ouais, parce que je connais la niche et je sais que du coup, tu as des leads, très régulièrement qui arrivent maintenant. D'ailleurs, on en a eu un, cette semaine avec le truc de, par WhatsApp. Ah ouais? OK. Ah marrant. Voilà. OK. Moi, si je peux répondre, sur un point, mais il y a toujours eu enfin, il y a eu des techniques Black Hat, il y a des techniques Black Hat aujourd'hui, il y aura des techniques Black Hat demain. Il y a toujours des gens qui essaieront de trouver, la petite faille, le truc. Comme l'a dit Anto, ça peut être patché. Si on reprend le podcast qu'on a tourné avec Samir, à un moment on a bipé parce qu'il y avait un gros parasite qui était tout simplement Claude, et maintenant ça a été patché donc voilà, on peut le dire, et ça va pas, tuer le business de quelqu'un, sans faire exprès. Hem, c'est des techniques Black Hat, hein, ce genre de truc. Faire du parasite, par exemple, c'est des techniques Black Hat.
Et je pense qu'à l'avenir, il y aura toujours des nouvelles plateformes pour faire des techniques Black Hat et des trucs. Il y aura toujours moyen d'en faire. Heu, c'est pas quelque chose qui est voué à disparaître, je pense. C'est juste que ça faut prendre ça comme Mmh. un business à part entière. Par contre, pour moi, tu es un spammer, tu es un spammer. Tu assumes, tu vois? Et tu fais un business de spam et voilà, tu fais ton argent comme ça. Heu, voilà, c'était juste pour rajouter ça. Question suivante. Heu, Bobby James qui dit: «Comment trouver des mots-clés faciles pour démarrer rapidement? Quel ratio viser au début entre facile et plus compétitif?» Qui veut y aller? Tu veux y aller ou j'y vais en tour? Bah, mot-clé facile, j'allais dire un truc, mais c'est pas viable dans toutes les niches parce que, c'est encore une fois, c'est parce que je sais spammer. Mais moi, j'aime bien spammer, mettre des search console et je vois les mots-clés qui ressortent. Mais je sais pas si c'est possible de le faire sans vraiment spammer. Donc, parce que c'est là où Peut-être tu découvres compliqué, vraiment des vraies pépites, ouais. pour Mais le coup. après, si en fait, quand tu regardes les outils, tu as des trucs, déjà quand tu vas partir sur une niche, tu vas juste te dire, quels sont les mots-clés qui potentiellement, seraient intéressants et qu'est-ce que les gens pourraient rechercher. Donc déjà là, tu as une première vague de mots-clés. Ensuite, tu mets dans les outils et tu as des trucs parfois qui sont affichés entre, 0 et 10 recherches mensuelles. C'est censé être du mot-clé facile. Pour autant, ça a tout intérêt d'aller te positionner dessus et parfois les chiffres sont faux. C'est-à-dire que ça va pas Ouais, faire, mais entre c'est pas 0 et l'avantage de la 10, source con la c'est l'avantage de la search, l'avantage, c'est que ouais. tu as 6 mois d'avance. Ouais, c'est ça. Mais Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est quand même plus simple d'avoir un plus gros volume d'articles qu'avant quand ouais, tu c'est vrai payais. aussi, Donc tu peux te permettre de faire des trucs, encore une fois, pas du IA dégueulasse que vous allez push comme ça, full random, enfin full, bah, vous faites de l'IA, vous relisez, vous corrigez les trucs, vous ajoutez votre petite pierre à l'édifice, vous ajoutez, des médias, vous faites les choses bien et parfois même des petits mots clés comme ça, c'est intéressant et ça permet petit à petit d'aller débloquer les plus gros mots clés. Mmh. Arthur, tu voulais rajouter un truc? Ouais, bah, moi ce que j'avoue que le service que j'aime beaucoup, pour ça, en tout cas sur la partie francophone, c'est, Alloscan. Et sur Alloscan, vous allez, dans Site Explorer, vous mettez le nom, soit de votre domaine à vous, s'il a un petit peu de comment dire? S'il existe déjà depuis un petit moment, qu'il a déjà quelques mots clés et cetera et que Google a déjà compris, de quoi il parlait, soit directement le domaine d'un concurrent. Et ensuite, vous allez analyser du coup, via le site Explorer, les mots-clés de ce domaine, de votre domaine et surtout, vous avez la fonction concurrent, sur la gauche, qui vous permet en fait de mettre directement les mots-clés les plus intéressants qu'ont vos concurrents, mais que vous n'avez pas encore. Et quand vous avez un site qui existe déjà depuis quelques mois, quelques années, c'est vraiment un très bon moyen d'identifier, des mots-clés pertinents sur lesquels vous pouvez vous positionner. Mais j'avoue que je me prends pas trop la tête avec, tout le reste, les mots-clés, plus, moins accessibles, je voilà. Et je me sers encore une fois beaucoup, des outils de SEO traditionnels tels que Alloscan, Ahref ou d'autres, pour directement aller attaquer des mots-clés sur YouTube. Moi, j'avoue que les mots-clés spécialisés SEO sur YouTube, je trouve que c'est un peu de la flûte et que si je considère qu'il y a il y a de la recherche sur Google, enfin oui, sur Google, il y a bien souvent, de la ouais, puis recherche, ta sur vidéo les peut mêmes pop thématiques. aussi dans Google en soi. En Ouais. plus, ouais. Et Donc, pour info, voilà. vous avez un lien pour Alloscan en description et vous avez un code promo pour Alloscan, qui est Wizard. Wizard Mmh. et qui vous donne, je crois, 8 de réduction, je crois, sur votre, C'est ça, ouais, il me semble. Je te coupe 10 secondes à peine. Si tu es éditeur de site ou SEO et que tu penses encore que l'affiliation c'est juste écrire des avis sur les meilleurs lave-vaisselle, tu vas te remercier toi-même d'avoir cliqué sur le lien en description pour choper notre formation gratuite. On a déjà des dizaines d'élèves sur Discord bluffés de pouvoir accéder à un contenu pareil sans payer. Retour au podcast. question suivante de Didier qui dit: «Bonjour, quelle stratégie les plus sous-cotées pour envoyer le plus de trafic vers un canal Telegram? Que ce soit en SEO ou en achat de trafic ou autre source, que feriez-vous?» Manto, tu seras, meilleur que nous là-dessus, je pense, hein. Il faut savoir que les canaux Telegram, ça s'indexe donc si tu fais une bonne description sur tes canaux Telegram et que tu les envoies en indexation, tu peux ranker. Bon, ça marche donc bien sûr dans des niches qui sont pas spécialement concurrentielles. Après, purement, SEO dans Telegram, ce qui fait énormément la diff, c'est d'avoir des utilisateurs connectés, enfin en ligne et des comptes premium, qui ont rejoint ton canal. Ce qui fait qu'après quand les gens ils tapent directement dans Telegram, ton canal remonte. Voilà à peu près comment marche le SEO sur, Telegram.
Ouais. Et pour ramener, quand tu veux pas faire du SEO sur Telegram, mais juste ramener du trafic sur un groupe Telegram, quels sont pour toi les Telegram meilleurs Ads, mais c'est pas en France, c'est pas ouvert. Ok. Et Ouais. en SEO traditionnel, tu mets simplement un call to action qui part vers ton Telegram, par exemple. Ouais. Ouais, la plupart du temps, ça sera ça. Ça sera des chaînes YouTube, par exemple, chaîne YouTube où tu traites d'un sujet, par exemple, on va prendre les paris sportifs qui sont beaucoup sur Telegram. Bah, si tu as une chaîne YouTube autour du pari, autour des news de sport et de trucs comme ça, bah, tu peux renvoyer, tu dis voilà, en description, je donne des infos exclusives sur mon Telegram, quoi. Faut qu'il y ait un incentive à aller sur Telegram, en fait. Donc, en général, c'est qu'il y a des infos exclues, il y a des trucs en avance, je sais pas, faut donner quelque chose qui donne envie d'aller sur le Telegram. Hem, Question d'après, de Asporine. Quand on développe un site en full code, dans mon cas, Next.js, SSR, sans passer par WordPress ni autre CMS, on obtient un rendu extrêmement rapide, UX fluide et des core web vitals qui frôlent les 100. Est-ce que cette approche from scratch apporte un réel avantage SEO ou bien est-ce que Google considère avant tout que le contenu et la structure, peu importe la stack technique? J'ai entendu que le temps de chargement allait avoir plus d'impact à l'avenir. Peut-être que c'est déjà le cas. Merci. Anto, vas-y, Bah, dis-nous ce ça que a tu pas penses de ça. d'impact, le CMS n'a pas d'impact en soi. C'est du moment que ton site il charge vite et que ton UX est bonne pour les utilisateurs, peu importe ce que tu utilises, ça marche. Et parfois, enfin après, si les devs, c'est bien, mais il y a, par exemple, moi, si je devrais faire, je préfère utiliser WordPress, que c'est quand même plus simple à utiliser, à modifier, et cetera, que partir sur des technos difficiles quand t'es pas dev. Bah, après, quand tu veux modifier un truc, t'es un peu marron quand même. Donc, mais en soi, et sinon, il y a pas d'impact sur le CMS, du moment que ton site est rapide. Il y a un autre point là-dessus, c'est typiquement si tu as un site custom qui n'est pas un CMS, ça veut dire qu'il faut que tu construises sur ton site ton propre CMS. Et par exemple, je te donne, tu vois, si tu dois publier des articles de blog régulièrement ou des articles tout court sur ton site, putain, des fois, quand t'as pas de CMS et que t'as un site en dur et que t'as pas prévu le truc, c'est juste un enfer. Et la réalité, c'est que c'est quand même cool de pouvoir mettre à jour ton site avec du nouveau contenu, des nouvelles pages, voilà. Tu as beaucoup de Donc, frameworks maintenant. Tu vois, que tu prennes des ouais, bien sûr. Laravel, que tu prennes des Strapi, par exemple, juste pour avoir le back-end. Tu as plein de possibilités. Mais en tout cas, vaut mieux avoir un WordPress un peu basique qui fera le taf qu'avoir un truc fait main, mal fait, par exemple. Ah Tu ouais, vois? clairement. Pour plein de risques que ça peut avoir. Et je pense que ça te donne pas en gros, si on prend 2 sites qui sont bien faits, 2 sites qui sont rapides, qu'il y en a un qui est fait main et un qui est un WordPress, ce qui va faire la différence, c'est un peu comme d'habitude, c'est le contenu, les liens, le trafic externe. Par contre, dès qu'il y a une des trucs qui sera un peu plus lent que l'autre, bah là, ça marche moins bien, quoi. Mais qu'importe la stack que tu utilises, du moment que c'est bien fait, pas trop de soucis. Il y a pas cette, après je dis peut-être des conneries, hein, mais il y a pas cette, problématique aussi sur les trucs faits en JS là, que Google il voit pas le contenu? Il y a pas un truc Oh, à faire? plus maintenant, en Plus vrai, je maintenant? crois. OK, Bah, en tout cas, Next.js, il me semble que c'est OK. lisible, hein. Je sais pas du tout, mais je crois qu'à l'époque, c'était peut-être le cas. Bon, peut-être je m'avance là-dessus, Ouais, je je suis suis pas pas dev non plus, j'en sais plus rien, mais je sais connaisseur que qu'il y a ça. des merdes là-dessus. Ouais. Question suivante de Fred. Est-ce que vous faites du content pruning? Et si oui, comment vous le faites en pratique? Notamment si vous supprimez des articles qui avaient déjà du maillage interne, comment on peut facilement réorienter les liens sans qu'il y ait des 404? Alors, pour te répondre, Fred, et pour être tout à fait honnête, là, en ce moment, j'ai une période où je suis un peu moins axé sur le SEO, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et je pense, donc je sais pas si vous en faites de votre côté. Des masses. Je le fais pas, mais si je devrais en faire, ce qui reçoit des liens, je ferais des 300 vers une page qui correspond. Exactement. Et les pages qui a pas de lien, je crois que je mettrais pas en 404, je mettrais je dirais 503 le code, pour dire que la ressource elle existe plus à Google là. J'ai plus c'est peut-être 503 je crois. Ok. Parce que 404 ça veut dire à Et Google la page elle a pas été trouvée, mais tu vois, elle peut encore exister, que je crois que c'est 503, ça dit genre elle existe plus, c'est rideau quoi. ok.
Parce que moi, pour le coup, généralement, quand je l'ai fait par le C'est passé, pas 530. je prends toutes les pages pour t'expliquer la logique. Je vais sur la Google Search Console, je regarde les pages qui, durant plusieurs mois, plusieurs semaines, 410 ont reçu. Ok. Ont reçu un certain nombre d'impressions, mais jamais de clics. J'essaie de comprendre brièvement si, en gros, le contenu de ma page, il est pourri, si le contenu de ma page, il est expiré, si ça mériterait une mise à jour. Si ça ne mérite pas nécessairement de mise à jour et juste que c'est un contenu de merde qui sert à rien, je supprimais. Enfin, je supprime la page, j'avoue que je me prends pas trop la tête avec les codes erreurs, etc. Voilà, je supprime, ça doit du coup finir en 404, mais et le fait de faire ça et de virer en fait tes pages qui reçoivent des impressions mais pas de clics sur des longues périodes après avoir vérifié qu'il n'y avait pas grand chose à sauver en fait et que c'était juste du mauvais contenu, pour moi c'est sans doute une bonne manière de faire les choses. Et si tu bosses avec des grosses volumétries de pages, j'imagine que tu fais la même chose mais sans prendre le temps de vérifier s'il faut les mettre à jour. Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là, mais Pour moi, il y a quand même des trucs à vérifier. Comme tu le disais dans ta question, Fred, si tu as fait du maillage interne, c'est dommage que ça arrive quand même sur une 404. Donc idéalement, ta page, tu fais en sorte qu'elle soit 301 vers le contenu le plus pertinent sur le sujet. Et moi, personnellement, ça c'est un point de vue très perso, mais quand vraiment je trouve pas de sujet, je redirige sur la home. Si vraiment tu veux laisser des 404, parce qu'il y a des gens qui veulent laisser des 404, ta 404, tu l'optimises pour pas que ça soit un espèce de page morte où ça va juste dire 404, il y a pas de contenu. En fait, les 404, tu peux les optimiser et qu'elles aient toujours un intérêt, soit pour le business, parce que là, on parle de SEO, mais il faut quand même se dire que derrière le SEO, il y a du business à faire. Donc soit tu vas, par exemple, mettre, ce contenu n'a pas été trouvé, mais peut-être que vous pouvez rechercher et tu vas mettre une barre de recherche sur ta 404. Déjà pour que les gens se disent, «Ah bah, je vais aller rechercher autre chose». Voire même tu peux dire, nos meilleurs contenus, autour de ce sujet, tu vois? Et tu vas mettre, je sais pas, une liste de 5 sujets qui sont un peu les plus lus de ton site et qui peut-être, quelqu'un qui arriverait sur la 404 ne va pas juste se barrer de ton site. Peut-être que ça va lui attirer l'œil et se dire, «Bah, je cherchais tel truc, bah, ça peut-être que ça pourrait en parler» et du coup ça va ramener sur ça. Donc c'est un travail à faire, de réoptimiser ces 404, mais c'est dommage, je trouve, les 404 de les laisser, un peu, à vide, quoi, comme ça. Donc ça peut être pas mal de mettre une barre de recherche et peut-être même, vos contenus les plus, lus, par exemple, de votre blog. Hem Et sinon, si une page avait des liens, pareil, 301 idéalement vers les pages, les plus pertinentes ou la homepage, dans le pire des cas ou la catégorie par exemple, un peu, en fonction du sujet et dernier point, j'avais un autre truc mais du coup, ça me revient pas, tant pis. Mais c'est, voilà. Bon, en tout cas, c'est dommage de ah si et le dernier point du coup, c'était que si vous avez des pages qui font des impressions, qui font pas de clics, et que ça fait très longtemps que ça a pas fait de clics et pas enfin et que les impressions c'est un peu éclaté, mais que le sujet vous paraît quand même pertinent. Genre vous dites: «C'est trop bizarre, normalement cette page elle devrait quand même faire des clics». Genre c'est ultra recherché, c'est un sujet qui est vraiment recherché. Moi je suis assez partisan de recréer une nouvelle URL complète, donc pas réaméliorer ce contenu-là, de vraiment repartir sur une base vierge. Donc je sais pas, par exemple, c'était, un truc, pour, comprendre, la whey protein, à quoi ça sert. Vous savez que normalement, il devrait y avoir du trafic là-dessus, que c'est vraiment recherché. Et ben, vous allez faire, par exemple, une nouvelle URL qui va s'appeler, «Comprendre la whey protein, 2.0», tu vois? Enfin, je dis un truc à la con. Juste, c'est une nouvelle URL aux yeux de Google. L'ancienne, vous allez la 301 là-dessus. Vous allez refaire un nouveau contenu plus qualitatif, plus complet et vous repartez sur une base saine et il y a des chances que ça s'indexe. Parfois, vaut mieux, tuer un contenu et il y a des gens qui s'acharnent en gros à faire des mises à jour de contenu sur certains sujets, sur des pages qui sont vieilles d'il y a 2-3 ans où tu comprends que Google, il aime plus cette page. Bah, juste tu la tues, tu pars sur une nouvelle et parfois tu vas pop, au bout de quelques semaines, tu vas reprendre un top 10 quoi. On a fait un podcast avec Stéphane Madaleno qui en parle très bien de ça. Je vous invite à aller sur la chaîne du Wizard Podcast, de rechercher l'épisode avec Stéphane et de le réécouter et on en parle de ça,
On en parle vraiment de façon très complète d'ailleurs. Sujet suivant de Renaud. On ne parle jamais dans le milieu du SEO du mood des SEO selon les résultats. Pour ma part, j'ai eu des moments dans ma carrière, des coups de mou, envie de tout lâcher malgré le travail acharné. Google contraint beaucoup de choses et ça finissait par peser sur le moral. Ce mindset qui, je pense, pèse sur beaucoup de personnes mériterait d'être mis en lumière. Bah nous, je crois qu'on en a quand même pas mal parlé, hein. On a des podcasts complets où on explique qu'on se fait éclater des sites. Donc, Ouais, on en parle, on en a beaucoup parlé en tout cas. Après, on comprend que chacun n'ait pas pu écouter les 160 épisodes du Wizards Podcast qui durent chacun 1 h 30. Parce que ça commence à faire un petit moment qu'on est là, mine de rien. Mais en effet, on a toujours été assez transparent là-dessus, sur nos propres baisses de morale liées à l'entrepreneuriat plus que le SEO, parce que la réalité, et au soloprenariat aussi beaucoup, parce que la réalité, Renaud, c'est qu'au-delà de l'écosystème du SEO, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup d'entrepreneurs slash solopreneurs, et que s'il y a des hauts et des bas et que c'est jamais que vers le haut. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment dont on a beaucoup parlé sur pas mal d'épisodes dédiés. Et en tout cas, complètement d'accord avec toi, hein, le moral n'est pas toujours au beau fixe, et c'est sûr que l'algorithme et le fait de se faire défoncer du jour au lendemain, voilà. Il y en a d'ailleurs qui n'en reviennent pas, dans le sens, il y en a qui finissent par lâcher le SEO à cause de ces moments de difficulté, hein. Donc voilà. si je peux me permettre, on va plus loin que le SEO parce qu'en fait, quelqu'un qui fait du media buy, parfois il a une ads qui tourne très bien pendant un moment et il se fait cut la ads et il perd plein d'argent. Parfois, tu vas avoir des gens qui font du e-commerce legit, je parle pas de trucs border et tout, et Stripe, il leur met un espèce de grosse vérification parce qu'imaginons que c'est le Q4, ils ont fait des gros chiffres et Stripe leur met une grosse vérification et ils vont, bloquer l'argent pendant, 1 mois. Argent dont tu as besoin pour faire tes ads. Bah, du coup, tu pas très content, quoi. Donc c'est, c'est le business, quoi. Mmh. Tu as des merdes dans le business, c'est un peu le jeu du business, hein. Avec Google, oui, on peut se faire pénaliser. De toute façon, à partir du moment où tu es dépendant de quelque chose d'autre, il peut t'arriver un truc pas cool, quoi. Tu peux te faire ban ton compte Instagram demain, parce que tu as une ancienne vidéo qui date de je sais pas combien de temps, qui, pour une raison ou une autre, te fait ban. Enfin, c'est des possibilités. Question d'après. Grégory qui dit: «Quelles sont vos méthodes pour faire des bons liens internes dans un article? Avez-vous des méthodes lorsque l'on doit refaire un maillage sur beaucoup de pages?» 400 pages. Bonne chance. Bonne chance. Je suis pas sûr d'avoir les bonnes pratiques. Je peux donner ma manière de faire telle que je le ferais, mais encore une fois, vous me direz si vous validez ou pas. Quelles sont les méthodes pour faire des bons liens internes dans un article? Bon, si on oublie le fait que tu as 400 pages à faire, pour moi, la meilleure des méthodes, c'est de relire le contenu en diagonale, ou pas d'ailleurs, et en fait, tout simplement, de te demander en permanence où ça peut être pertinent pour l'utilisateur d'ajouter un lien dans le contenu qui pointe vers une autre page de ton site. Pour ce faire, tu peux aller directement sur Google, par exemple, taper le nom de ton site, plus les mots-clés liés au sujet que tu veux aborder, et essayer de retrouver facilement les différentes pages de ton sitemap, par exemple, qui peuvent potentiellement traiter de ça. Mais ça, c'est un boulot manuel, tu veux, et toujours dans l'objectif de pas comment transmettre du jus à une autre page, machin, mais comment je peux être pertinent pour l'utilisateur. C'est toujours en prenant les choses dans ce sens-là, selon moi, qu'on va faire le meilleur taf. Et dans le cadre de 400 pages, j'avoue que moi, je mettrais mon sitemap dans ChatGPT, et j'essaierai de voir ce qu'il me propose, en lui disant que pour chacun des contenus, putain, quoique même en faisant ça, ça va être trop dégueu. Mais ou alors tu push tes contenus un par un, plus à chaque fois le sitemap que tu mets dans un GPT de base, donc le chat GPT a ton sitemap, et tu lui dis: «Je veux que pour ce contenu, tu me suggères directement un lien interne vers 2, 3, 4 pages de mon site», et vois ce qu'il te propose. Mais en automatique, de toute façon, le maillage interne, c'est immonde, hein, donc Ouais. Les plugins genre Link Whisper et tout, moi je trouve ça,
Bah, pour éclaté. les vendeurs de liens, pourquoi pas, mais ça s'arrête à la vente Mais de liens, quoi, même, franchement. déjà, c'est très cher pour ce que c'est, je trouve. Après, je suis peut-être pas un bon exemple parce que moi, ma méthode, ça serait comme toi, hein, ça serait de faire à la main. Moi, je ferais site de points mon site, Ouais, voilà. et je vais marquer, je sais pas, par exemple, j'ai mon site de CBD, j'ai un article sur, je sais pas moi, sur des fleurs de CBD. Dedans, je parle d'amnésia, donc je sais pas, je vais faire site de points mon site, amnésia. Et peut-être que, là-dedans, j'aurai, plusieurs pages qui vont ressortir où je parle d'amnésia et je vais tout relier comme ça et je vais prendre, franchement, ça prend pas un temps fou, hein, ça va te prendre, quelques minutes par page. Faut juste te dire que tu vas te bloquer, quelques jours à faire que ça en boucle. En tout cas, sur tes top pages, je pense. Faut peut-être, tu peux faire ça. Tu as une version sale mais moins sale, je trouve, que des Link Whisper et des trucs comme ça. C'est tout simplement de fonctionner à la Wikipédia et de faire des scripts qui vont dire, bah, dès que ça a parlé de, bah, d'amnésia, ça va renvoyer vers cette page. Dès que ça a parlé de fleurs CBD, ça va faire un lien automatique, sur fleurs de CBD vers mon comparateur des meilleures fleurs de CBD et ainsi de suite. Donc ça, c'est la version automatisée style Wikipédia, un peu à l'ancienne et ça peut fonctionner, c'est pas incroyable, mais au moins ça fait du lien interne, quoi. Anto, je sais pas si tu avais une façon de faire différente, mais Moi, je fais site de points, un peu comme tu fais, site de points, je tape le mot-clé, je regarde les pages qui remontent sur le mot-clé et pour moi, c'est les pages les plus pertinentes, tu vois, pour faire le maillage interne. Si par exemple, tu es sur, je sais pas, tu tapes, pomme verte, site de points, ton site pomme verte, toutes les pages qui remontent, bah, c'est les pages les plus pertinentes. Pour moi, tu vois, pour faire un lien, j'essaye de faire un lien comme ça, c'est logique de toutes les pages et tous les sites selon les mots-clés, quoi. Mmh. Mais Et j'en profite pour rajouter un petit complément dans la question de Grégory. Un lien interne pour vous, le bon standard, on va dire, c'est tous les combien de mots sur une page? franchement, si tu peux en faire, fais-en, hein. Ouais, Ouais, Faut pas que ça si devienne, c'est vraiment pertinent, en toutes les fait. phrases, quoi, voilà, ouais. mais Tant que c'est voilà. pertinent, il y a pas vraiment Mais, de moi, il y a pas de standard, mais sur un article de 1000 mots, le fait d'en oh, avoir tu 3, tu 4, peux en faire 10. En fait, encore une fois, tu prends une page Wikipédia, tu regardes, des liens internes mmh. partout. Tant que c'est pertinent de faire un lien interne vers quelque chose, pourquoi pas, hein? C'est franchement, ouais, moi, je vois pas trop de limite à ça. Alors, je vais aller encore plus loin dans la question du coup, parce que pour tous les gens qui se prennent la tête, on a eu notamment, je sais plus si c'est sur le Discord ou si c'est, dans une autre FAQ, les gens qui se prennent énormément la tête sur leur site avec tout ce qui est do follow, no follow, le fait de masquer, cloquer des liens dans les menus, machin, optimiser le jus. Oui, mais si t'en fais 10, tu perds du jus. Enfin, on en pense quoi de tout ça, les garçons? Belle branlette. Ouais. Ah, OK, en au gros, non, moins, mais pour aller plus loin que c'est juste de la belle branlette, en fait, c'est des micro-optimisations qui sont valables pour des très gros sites. C'est vrai, tu vois, je sais pas, tu un site avec 20, 30 000, 50 000 pages, voire plus, tu vois, des gros e-commerce, des trucs comme ça. Oui, tu as peut-être un intérêt à aller faire des optimisations de ce type-là. Mais quand tu es un petit site d'affiliation ou de vente de liens comme nous, allez, peut-être qu'à terme, tu auras 1000 pages. Bah, en fait, c'est pas ça qui va changer quelque chose, si ton site il est rapide, que tu as des liens et tout, c'est Google, il va venir te crawler, il y aura pas de souci. Mettre des trucs, du cloaking, du page, je sais plus comment on appelle ça. PageRank. Ouais, non, mais même, tu sais, sculpting là, genre Ah, sculpter Ah ton oui. page rank et tout ça. Peut-être sur des énormes sites, ça a un intérêt. Voilà, peut-être sur des énormes sites, peut-être aussi que si tu as tout fait au max, genre ton site, il est vraiment au max du max que tu peux faire. Tu as traité tous les sujets, tu as eu tous les liens que tu pouvais potentiellement avoir sur, pour toi, que tu as tous tes réseaux sociaux qui sont parfaits, que tu as du traf, que tu as tout et que tu bloques. OK, peut-être que quand tu as fait tout ça, aller mettre une couche de trucs comme ça peut être bien, mais tout le reste, on en rigolait avec Phil, sur le Discord, mais c'est un peu de la branlette pour gens, tu sais, qui veulent trouver un moyen de pas bosser, en fait et qui vont te dire, «Ah oui, non, mais là, si je ne rank pas, c'est parce que, je n'ai pas, sculpté mon page rank en faisant, du cloaking de mon menu en footer sur mon site qui a 50 pages». Enfin, Ça a pas de sens. ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Voilà. Sujet suivant. Morgane qui nous dit: «Salut les wizards, ça fait 20 ans que j'avais pas mis le nez sur mon ordi et depuis mi-juin, j'ai bouffé
tout votre contenu. Bah, déjà, merci pour ça. Alors la question, pour un shop, sur Shopify full SEO, donc avec des pages informationnelles, commerciales, transactionnelles, navigationnelles, sur le blog, le site, à part et qui drive ou moitié-moitié. Alors là, pas tout compris. En gros, pour attirer le trafic, je mets tout sur Shopify, tout sur un site avec redirection vers Shop où je sépare info et navigation sur site et commerce sur Shop direct. Bon alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais de ce que je pense comprendre, c'est est-ce que tu utilises ton site Shopify pour mettre tous tes contenus? Donc c'est-à-dire que ton Shopify va aussi avoir ton blog, va aussi avoir tes pages d'information, va aussi peut-être avoir tes tutos et va évidemment avoir, tes pages, de type, transactionnel quoi, des pages produits, des pages catégories. Ou est-ce que tu splits ça? Donc j'imagine par exemple avoir, un WordPress pour le blog, un Shopify pour, ton e-commerce. Hem, la réponse, enfin vous me direz, mais la réponse est assez simple, tu mets tout sur Shopify. Tu as des énormes e-commerce, qui ont tout sur Shopify, ça marche très bien pour eux. Tu n'as aucune raison d'aller splitter ça sur, différentes choses, à part te casser la tête pour pas grand chose. Vraiment, tu crées un Shopify, c'est ton e-commerce, tu vas faire tes pages type guide dessus, tu vas faire tes pages, blog, tes actualités, tes trucs, tout directement sur Shopify. Ça sert à rien de partir sur autre chose. Surtout que Shopify, c'est bien. Surtout que Shopify, c'est En très à bien. Anto, ça rank bien Shopify. Bah, pour le coup, ouais, pour moi, il y a un whitelist d'IP, mais Voilà, c'est ça que je voulais aller, aller trigger. pour moi, ça Je pour moi, je c'est bien. sais que t'aimes bien Shopify, ouais. Question suivante de Lafouine qui dit: «Google My Business». Donc, est-ce que vous avez des tips pour pouvoir bypasser la vidéo de validation? J'ai l'impression que c'est devenu systématique maintenant la validation vidéo. Un tips, moi j'en ai pas. J'ai ess vous on Il n'y avait pas eu la discussion là quelque part, je l'ai vu passer, le fait de refaire en boucle la même vidéo et il y a au final ça finit par passer, enfin ça a l'air assez infernal, Mais avec mais Sora 2, peut-être c'est possible maintenant. je sais plus, j'avais J'avoue, passé un truc, mais nous J'avoue, avec on fait pas Sora de 2, Google ouais, My maintenant, Business, donc peut-être tu peux faire un truc. donc voilà, bon désolé, pas de tips, spécifiques pour ça. On parle aussi de récupération de fiches non réclamées, mais à ce stade, s'il faut une vidéo de validation, je vois pas comment il est possible de récupérer une fiche existante. ouais. En fait, moi, je fais pas de Google My Business, donc j'avoue que là-dessus, Mmh. pareil. Anto, peut-être Ouais, que j'en toi, fais tu auras pas non plus. plus. Et sinon, tips pour un business en ligne afin d'avoir plusieurs fiches pour le même business et à des adresses physiques où on n'a pas de boutique. On vend partout en e-com et business web. Alors, je crois qu'on a un tips, mais il me semble que c'est Stéphane Madaleno qui l'a donné dans la Wizard Academy. Je crois pas qu'il l'a donné dans le podcast. Donc, je sais pas si on peut le dire. Je pense non. Mmh. Tu Je pense que c'est as des façons de faire, mais bah, désolé pour le coup, mais on va pas beaucoup t'aider là-dessus, c'est un tips qui est assez gros, on va pas le lâcher comme ça, dans le podcast, donc voilà. Question suivante de Thomas, comment les domaines expirés finissent sur les plateformes? J'ai trouvé une plateforme d'enchères pré-expiration, mais dans 80 des cas, la plateforme n'arrive pas à récupérer l'expiré et elle se retrouve sur des plateformes connues comme Kifdom, WebExpire et cetera. Si vous voulez, je peux faire, la petite explication de comment ça marche. ouais, vas-y. En gros, quand il y a des noms de domaine qui sont, comme tu dis, en pré-expiration, ils sont en général en ce qui s'appelle du backorder ou du snapping, enfin qu'importe. Et tu as des plateformes, en gros, sur lesquelles tu peux te positionner. Eux, toutes les plateformes, en gros, ils vont tester à la milliseconde d'acheter le nom de domaine pile au moment où il va expirer, quoi. Il faut savoir que toutes les plateformes essayent de le choper. C'est juste, qui a été le plus rapide pour le prendre, qui a tapé pile à la bonne milliseconde pour, ça a expiré et instantanément ça a été racheté. Ça, c'est le fonctionnement. Les plateformes du coup de pré-expiration, il faut se dire que peut-être qu'ils sont moins bons que les autres, peut-être qu'ils sont aussi bons que les autres, mais juste ils tombent pas sur le bon timing et du coup, par exemple des WebExpire, des Kifdom et ainsi de suite, ils sont très bons, ils ont les bonnes technologies peut-être pour récupérer, peut-être qu'ils sont un poil plus rapides que les autres et du coup, ils arrivent à récupérer les noms de domaine. Dans un des podcasts précédents, on en parlait. Anto, il utilise des plateformes comme ça. Sur 20 noms de domaine qu'il va mettre dedans, il y en a peut-être un qu'il arrive à choper. Bon, voilà, c'est le jeu. C'est un très gros résumé, évidemment. C'est un boulot plus compliqué de ça, de récupérer des expirés, mais dans les très grandes lignes, c'est le fonctionnement.
Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter un truc? Franchement, non. Question suivante de Houloup. Quelle est la meilleure façon d'indexer rapidement sans Genius? Ma question porte vraiment sur la rapidité, pas sur la quantité de pages à indexer. Speedy Index? Bah, ouais, Ouais, je sais franchement, pas sans d'autres. Genius, je vois pas trop. Si vraiment la question c'est la rapidité, Bah, ça doit être pour les Discover, la question donc Ouais, mais je sais pas. mmh. tu Le fait as d'envoyer du trafic pop sur une page, ça l'indexe rapidement, même pas, non? moi Non, ça pas instantané. je trouve pas, ouais. En fait, quand ton site, ça fait longtemps qu'il est là et que, par exemple, tu fais, je sais pas moi, 5 articles par jour, au fil du temps, Google, il comprend qu'il doit revenir au moins 5 fois par jour pour voir si pareil, c'est dans les très grandes lignes, hein, mais plus tu as de contenu journalier, plus il va se rendre compte que tu as du contenu journalier, plus il va vouloir venir régulièrement pour voir si ton contenu journalier a été sorti. Genius, notamment pour Discover, bah, c'est pour ça que les gens aiment bien Genius pour faire du Discover. C'est parce que ça indexe très vite. Après, il y a des techniques, bon, bah, voilà, tu peux mettre des coups de speedy, tu peux, mettre du pop dessus. Tu peux, quand tu as des pages qui font déjà du trafic, bah, utiliser ces pages pour, entre guillemets, «faire du pop» vers tes autres pages que tu veux pousser. Mais, voilà, pas plus de techniques que ça, pour, l'indexation. Question suivante de Nora qui dit: «Je comprends bien le principe des backlinks, mais comment faire du netlinking quand on n'a aucun réseau ni budget? Vous avez des techniques low cost pour choper des liens au début?» Ninja Linking. Ninja Linking. La passion du ninja linking, ouais. Pas sur Ninja Linking. Bon, les liens forum, du coup, Nora, qui sont une excellente alternative. Le problème étant que dans ton paramètre, je crois que tu dis que tu débutes. Non, peut-être pas. Mais bon, enfin, dans tous les cas, le problème du Ninja Linking, c'est que oui, sur le papier, c'est super, mais dans la réalité, c'est pas forcément aussi évident que ça ne peut paraître de l'extérieur. C'est-à-dire que tu te fais quand même beaucoup modérer, tu as quand même des manières de faire pour éviter de te faire modérer ton lien et donc supprimer ton lien. Il y a des petites techniques de filou qui te permettent de passer entre les mailles du filet et d'avoir des liens qui tiennent sur le long terme. Et c'est vrai que si tu pas ça, c'est un peu compliqué. On a fait un épisode sur le Ninja Linking sur la chaîne Les Wizards, donc notre chaîne secondaire, qui est très très complet sur le sujet. On invite tous ceux que ça intéresse à aller voir cet épisode parce que le Ninja Linking, c'est juste excellent. Bon, là, toi, tu parles de faire ça sans budget, mais pour tous ceux qui veulent un bon prestataire en Ninja Linking, il se trouve qu'avec les Wizards, on vient de s'associer avec Claude, qui a 20 ans de bouteille, si ce n'est 25 en édition de site, et qui a un service de Ninja Linking avec un très bon rapport qualité-prix et qui fait très très bien le taf. Et on vous mettra le lien en description, sachant que pour le coup, le Ninja Linking, par essence, vous n'avez pas des liens illimités, donc premier arrivé, premier servi. Petit, je vais quand même rajouter parce que donc oui, tu as le ninja linking, c'est sans doute la manière idéale. Si tu as vraiment zéro budget, bah, tu vas pas déléguer, tu vas le faire à la main donc tu regardes l'épisode sur les wizards et tu auras un peu la technique. Mais dans l'idée, tu vas aller chercher par exemple des forums liés à ta thématique et ainsi de suite et tu vas aller, poster des messages petit à petit pour avoir des liens. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire qui est assez low cost mais qui marche bien, c'est par exemple de proposer ton site à l'échange de liens. Donc, tu as des groupes Facebook, sur Twitter, sur le Discord des Wizards, on a un canal qui s'appelle échange de liens. Et tu vas dire, bah voilà, moi j'ai un petit site qui parle de skateboard. Je cherche des liens autour de la thématique des sports, peut-être des sports extrêmes, des sports de glisse, qu'importe. Donc, je cherche d'autres sites où on pourrait faire un échange. Et donc toi, tu vas écrire, enfin, ou en gros, il y a un article qui va être écrit sur le blog de l'autre et qui va faire un lien vers, par exemple, ta homepage et toi, tu vas faire pareil, un lien qui va de l'autre côté. J'en profite parce qu'il y a plein de gens qui sont toujours bloqués sur ce truc de, «Oui, moi, je veux pas des liens AB, BA», donc en gros, le site 1 parle du site 2 et le site 2 parle du site 1. Il y a plein de sites, qui font des liens comme ça et ça pose pas de problème, si à part si tu as 100 de tes liens qui sont comme ça, mais honnêtement, arrêtez de vous casser la tête avec ce genre de truc. Si vous avez l'occasion de faire un aller-retour, un échange de liens, faites-le. Un lien, c'est un lien et voilà. Bien dit, Francky.
Question suivante de Louis qui dit: «J'hésite entre bosser mon SEO sur WordPress, Webflow ou Next.js. Y a-t-il un vrai écart SEO selon vous en 2025 ou c'est secondaire par rapport au contenu?» On y a répondu, précédemment, mais il y a pas de grosse différence. Du moment que c'est lisible pour Google, choisis ce que tu veux, dans la plupart des cas, ça sera, kiff kiff. Question de Romain qui dit: «Quand vous faites un nouveau site SEO, vous publiez combien d'articles dès le début et à quel rythme ensuite pour maximiser l'indexation et la montée?» Moi, j'aime bien un article jour. Moi, si je peux pas. Quand pour des sites d'affiliation, je veux dire, hein, pas pour, de la vente de liens Donc pareil. même au début direct, j'ai jour 1? Ouais. OK. Ouais, Je serais ouais. allé un peu plus doucement au début, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien et d'ailleurs, je fais l'article et c'est des bons articles, hein, c'est pas des trucs éclatés évidemment, mais dès le début, dès que le site il est lancé, tous les jours l'article il est publié, tous les jours je vais dans la Search Console, je l'indexe à la main pour un peu pousser Google au début à venir et comprendre qu'il se passe des choses ici et que tous les jours il se passe des choses. Et je fais ça pendant, quelques semaines en plus de mettre, le sitemap et ainsi de suite et puis, quand on sort de la sandbox après ça roule tout seul, hein. OK. Bah, moi, comme Anto, je pense que j'aurais eu tendance, en tout cas, à en faire un petit peu moins au début. Mais si ça marche en faisant ça, tant mieux, hein. Plein de sites, hein, où je fais ça et ça marche très bien donc voilà et question de Fanny: «Est-ce que vous adaptez vos contenus en fonction de l'actualité ou vous restez sur des contenus evergreen? Les pages chaudes convertissent-elles mieux en SEO?» Ouais, Là, faut ouais, l'actu, non, j'en ai jamais fait pour être franc, non. J'allais dire ça doit être bien, mais j'en ai jamais fait. bah, Donc, après moi, est-ce que le truc, c'est pas, mettre à jour son contenu en fonction de l'actualité du contenu directement? Tu vois la question? ah, retravailler un contenu, oui, avec de l'actualité, mais je poste pas des news, tu vois? Mmh. Exemple, si jamais, vous avez une page qui parle de Wisewand et que sur Wisewand, on change notre pricing, et bah, c'est bien que l'information soit à jour sur votre page et donc que vous repassiez dessus. Ça, c'est un vrai intérêt, en SEO parce que vous avez l'information la plus à jour. Heu, Maintenant l'actu en elle-même, Je donne un petit tips un peu last minute comme ça et qui est plus sur, le sujet de la monétisation d'ailleurs, mais quand vous avez un site qui est assez gros sur un sujet, je vais reprendre l'exemple du CBD par exemple, dans mon cas, que j'avais avant. Vous avez plein de marques partenaires avec qui vous bossez, qui vont venir vous voir, qui vont vous dire, «Ah, on a une nouvelle, actu, on a un nouveau truc, on a ce nouveau truc», et ainsi de suite et qui va vous dire: «Tu as moyen d'en parler sur ton blog?» Et tu peux dire: «Bah oui, bien sûr» et ça coûtera tant. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon rédacteur derrière qui doit travailler, même si c'est vous, vous en foutez. Vous dites, «Je dois payer mon rédacteur» et ainsi de suite. L'actualité sur mon blog, ça va coûter, 150 balles. Les personnes qui vous posent ces questions, c'est pas des SEO, ils sont pas là pour le lien. Eux, c'est des marketeurs, des communicants, souvent c'est des gens juste à la com, qui vont se dire: «Ce site qui parle de CBD, va faire une news qui sera lue ou qui sera pas lue, on n'en a rien à faire». Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que, il y a un article qu'ils puissent présenter à leur patron et dire: «Regardez, on a eu un nouvel article pour présenter, notre super, news, qui vient de sortir». Heu et voilà, ça rentre dans leur budget de communication, en fait et en fonction des sujets, je dis 100 balles, 150 balles, il y a des sujets où vous pouvez demander à coût de 300 balles ou plus à chaque fois. Ne négligez pas ce genre de choses, pour les pages, en tout cas, d'actualité. Dites-vous, vous pouvez faire un petit billet en plus, comme ça et plein de gens ne le font pas, en fait et de l'argent, il y a de l'argent à prendre partout, hein. Mmh. Voilà pour, cette question de Fanny qui était la dernière. magnifique. Et ben, merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'à maintenant. N'hésitez pas, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, à laisser un petit commentaire, à le partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.